Voilà, bonjour chers amis. Bonjour à tout le monde. Plutôt bonsoir aussi. Ok. Bonjour à tout le monde. Ça veut dire que j'ai le son. Voilà, je crois que j'ai... c'est superbe. Bonjour à tout le monde. Love is too short to have sorrow. If you to love you, so maybe I will wait. Oh, I will wait till midnight with you. Don't be ashamed. Voilà, bonjour, on va commencer dans quelques minutes. Voilà, on parlera aujourd'hui de la deuxième partie sur la qualité, l'évaluation de la qualité des services. Voilà, je vous remercie de votre présence. Voilà, bonjour, on va commencer dans quelques minutes. Voilà, on parlera aujourd'hui de la deuxième partie sur la qualité, l'évaluation de la qualité des services. Voilà, je vous remercie de votre présence. Fly hundreds of ships as you fight, explore, and trade across a vast... Alors, où sont les amis? Laïbamba, Khalifa Diaby, Matar Nian, Ablaye Mbow, Amadou Nian, Anne-Marie, tout le monde, où est-ce que vous êtes? Je vous attends. Ah, bonjour Laïbamba, je viens de voir que tu es là. Ça me fait plaisir que tu sois revenu rapidement à Dakar. Khalifa, je te salue. Devenetti, voilà. Alors, bien sûr, il y a
Voilà, il y a Ama que je ne vois pas encore, certainement qu'il s'est masqué sous l'appellation Marketing TV Monde. Voilà. On va démarrer dans quelques minutes. Juste quelques réglages. Voilà. Écoute, cette belle chanson de Yoro Ndiaye avec l'excellent Abdoulaye Mbaye. J'espère que la Tabaski s'est très bien passée. Alors, j'attends maintenant les... Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Les yels là. J'espère que c'est pas trop dépassé. Parce que defe naa Laye Bamba ak ñoom Khalifa war nañ ma jox ay yel wala bokk ay bopp xar, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais loolu ma yónnee baax na, même bu dee ay fois la, je suis preneur. Yéen moom loo leen am rek dama koy jël parce que c'est génial, voilà, bien. Alors, super. Donc, je crois qu'on peut aussi partager le live. Voilà, je remercie tous qui sont présents. Je fais un déwéniti à tout le monde, à Anne-Marie Fall, à Doudou Diop, au grand Sanou Ndiaye, voilà, le président de No Stress Land, à Amadou Thiam aussi, un grand bijoutier, mais aussi un monsieur très engagé. À Amadou Nian, avec qui on a échangé avec les live en bas et tout à l'heure, je les fatigue un peu avec des posts pour rigoler ou pour réfléchir un peu. Je les salue pour ça. Je salue tous les autres fidèles, notamment de Marketing TV Monde, avec qui on prend le temps souvent de beaucoup dialoguer, de beaucoup échanger. Voilà. Je suis très fier de la communauté, très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur, notamment pour le restant de l'année. Souhaitant que le Covid-19 puisse partir très rapidement parce qu'il est en train de faire énormément de ravages. Je partage souvent les lives de Anne-Marie Fall qui sensibilise. Je vous assure que c'est très important de nous rappeler les gestes barrières qui sont le seul moyen aujourd'hui d'éviter le Covid-19. Je puis vous assurer que beaucoup de personnes décédées récemment, connues ou pas, certains d'entre eux ont été notamment emmenés par le Covid-19. Donc, à mon tour aussi, je rappelle, en me rappelant d'abord à moi-même, le respect des normes pour qu'on puisse avoir une meilleure santé. L'économie est en train de chuter. Les États-Unis ont perdu le tiers de leur PIB. La France est passée de 5e à 10e puissance mondiale. Je ne vous parle pas de notre cas. C'est une situation extrêmement difficile où il faut beaucoup de résilience, mais il faut aussi qu'on puisse accepter les règles du jeu pour arrêter cette propagation et avancer. Je prie pour tous qui sont partis avant nous, que Dieu leur pardonne leurs péchés, les accueille au paradis, que Dieu nous donne nous une meilleure santé, plus de succès, plus d'ouverture, plus de paix,
plus de concorde et surtout plus de savoir. On va commencer tout de suite à augmenter le savoir avec le démarrage de notre live sur Marketing TV Monde. Voilà. Bien. Alors, donc, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, enfin qu'on avait échangé, excusez-moi, voilà, je rappelle maintenant à Massignon que je ne lui offre pas du café, je ne partage pas du café, mais je peux lui en offrir, il viendra quand il veut, je peux lui en offrir. Voilà, la bombe sec est témoin de ça. Voilà, bien. Alors, donc la dernière fois, on avait commencé à discuter notamment d'un aspect très important qui était l'évaluation de la qualité des services. Voilà. Je crois qu'on avait échangé en montrant comment est-ce que cette évaluation avait été proposée sous la forme d'une approche méthodologique proposée par 3 chercheurs, à savoir Zeitam, Parasoraman et Berry. Et ils ont appelé leur méthode notamment la ServQual, qui est Service Quality. Donc, c'est les deux qui a donné la ServQual et qui est aujourd'hui un outil de référence dans l'évaluation de la qualité des services. On avait montré que cet outil de référence, notamment, au départ, avait été fondé pour pouvoir identifier les sources de non-qualité, afin de pouvoir justement les corriger et faire de l'amélioration continue. C'est ça l'idée. Et Zeitam, Parasoraman et Berry ont essayé de nous faire comprendre que dans la prestation de service ou bien dans l'entreprise de service, il est important en amont de bien comprendre et de bien comprendre les attentes et les perceptions de la clientèle. Parce que justement, ce que les clients veulent, quelquefois, c'est assez diffus. Et donc, il était important de mener des études assez approfondies pour comprendre à la fois ce que le client attend réellement, ce qu'il a entendu dire de vous, bien sûr aussi son expérience passée. Tous ces éléments-là permettent de bien comprendre ce que le client veut. Autrement, quand l'étude est mal menée ou quand on a une mauvaise compréhension de la clientèle, ben le service risque d'être en déphasage et ça crée de la non-qualité, alors que peut-être que vous respectez toutes les normes, mais en réalité, vous ne comprenez même pas ce que le client veut. Voilà, bien. L'autre erreur, c'était l'erreur de normalisation qui faisait que l'entreprise, notamment, avait peut-être bien compris ce que les clients veulent, mais avait mis en place un système qualité qui n'était pas très conforme. Et ça, ce qui amène ça, j'avais expliqué la dernière fois, c'est le fait que quelquefois, soit on met un excès de normes, soit tout simplement, les normes ne sont pas bien ordonnées, ça, le système qualité n'est pas bien ordonné par rapport au système de serviction. Parce qu'en matière de prestation de service, le système de production du service s'appelle la serviction. Et puisque la serviction découpe notamment les étapes de mise en œuvre du service, il est important d'ajuster les normes par rapport au système de servition. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir justement du fait que le système de normalisation n'est pas du tout bon. Voilà, bien. La troisième erreur, c'était dû au fait que la prestation n'est pas bien préparée. Donc là aussi, on avait expliqué la préparation au niveau matériel, au niveau humain, au niveau de l'environnement de prestation. La quatrième erreur, c'était l'erreur de communication, notamment, qui fait que la communication externe n'est pas conforme à exactement ce qu'on donne aux clients. J'en avais beaucoup parlé et j'avais donné beaucoup de comment optimiser quand on fait une prestation de service. Voilà. La cinquième erreur, c'est l'erreur de prestation. Voilà. C'est quand, au moment de la prestation, en temps réel, au moment du show, au moment où on offre le service au client, les erreurs qui peuvent venir de beaucoup de choses, qui peuvent venir du prestataire, du client, du matériel, de l'environnement, etc. Toutes ces erreurs-là sont aussi source de non-qualité. Voilà. Donc, c'était les 5 types d'erreurs qui avaient été proposés par Zeitam, Parasoraman et Berry dans le cadre de ce qu'on a appelé notamment la ServQual. Bien. Je voudrais donc rester toujours dans ce même ordre d'idées en rappelant un peu la proposition qui a été faite par notamment la proposition qui a été faite par un autre auteur qui s'appelle Bertrand de Cattre, qui a beaucoup écrit sur le marketing des services publics, notamment, donc c'est vraiment un spécialiste du marketing, et il a cherché aussi à pouvoir adapter l'outil de Zeitam, Parasoraman et Berry par rapport notamment aux activités du service public. Mais vous savez que service c'est service, que ce soit public ou privé. Voilà. Et donc, pour mieux éclairer, notamment en tout cas ceux qui sont censés utiliser cet outil, il a fait référence plutôt à 13, notamment, sources d'erreurs. Voilà, bien.
Donc, pour lui, la première source d'erreur, notamment, c'est l'insuffisance de connaissance des besoins ou clients. Voilà, c'est dommage que je ne puisse pas vraiment montrer. C'est dommage, voilà. Il faut que l'Aibamba me montre comment est-ce qu'on fait. Autrement aussi, s'il y a des possibilités de téléchargement de PDF sur Facebook, hein, là je t'avais demandé ça la dernière fois, c'est vrai que c'était un peu short, mais s'il y a des possibilités de téléchargement de PDF sur Facebook, je le mettrai bien à la disposition de l'ensemble des personnes que nous suivent pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Nous sommes là pour partager généreusement et avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté aussi le peu de savoir que nous avons. Voilà, bien. Donc ça, je vous le donne. Si ça ne se fait pas, ben, on va essayer de le mettre sous format image et de l'envoyer sur Marketing TV Monde. Ceux qui voudront voir verront. Voilà, bien. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Alors, donc c'est notamment l'insuffisance d'études. Donc ça, je crois qu'on l'avait bien expliqué. Et l'insuffisance de connaissance des besoins et attentes de la clientèle, j'avais expliqué que c'était dû au fait que quand notamment on analyse la clientèle, on se focalise beaucoup sur le quantitatif et très peu sur le qualitatif. Et justement, en matière de service, ce qui est le plus déterminant, le plus important, c'est notamment l'identification des facteurs qualitatifs, la compréhension des attitudes, la compréhension de la clientèle, du moins la compréhension des besoins profonds, la compréhension notamment de la psychologie des clients, la compréhension de l'image de soi, la compréhension de l'impact des courants de pensée, la compréhension notamment du style de vie, la compréhension des phénomènes d'influence à l'intérieur des groupes sociaux. Tous ces aspects-là sont déterminants en matière de service. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, un étudiant qui va dans une école de formation ne vous dira jamais qu'il a envie de s'amuser. Il vous parlera que des cours et de la qualité des cours, alors que quelquefois, un des moteurs qui vont l'amener dans l'école, c'est le fait de pouvoir notamment sortir, s'épanouir, rencontrer des gens, etc., ou voyager. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dira jamais. Et donc, enfin, on ne vous dira jamais à travers des enquêtes. Donc, il faudrait plus que des enquêtes. Donc, les enquêtes, c'est bien, mais il faudrait plus que des enquêtes, notamment des études qualitatives, pour mieux identifier ce type de choses. Voilà, bien. Donc, l'autre erreur, la deuxième erreur identifiée par Bertrand de Quatre-Barbes, c'est le manque d'exploration du besoin, c'est-à-dire ici, l'inadéquation, service et attente. Voilà. Et ça aussi, c'est dû au fait que souvent, on n'explore pas, on explore uniquement les besoins, on n'explore pas ce qu'on appelle dans le langage des qualiticiens les exigences du client. C'est très important. C'est-à-dire, si le client dit « je veux être livré », il ne faut pas seulement s'arrêter à « je veux être livré ». C'est important de savoir quelle est la norme liée à la livraison. La livraison, vous le voulez comment? Vous le voulez dans quel délai? Pour avoir des choses extrêmement précises. Sinon, vous aurez livré, mais il y aurait des difficultés. Je donne souvent un petit exemple, je l'ai souvent donné en classe. Voilà, ben je le donne maintenant dans ma plus grande classe. C'est l'exemple notamment d'une entreprise qui proposait de la livraison à sa clientèle. Et ce qui s'est passé, c'est que il proposait donc une livraison sous 24 heures des équipements que les clients achetaient. Et au bout de 3 mois d'activité, le manager marketing a décidé de faire une évaluation de la qualité du service. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu, notamment sur l'ensemble de ses clients, il a eu quelques 40% des clients qui étaient livrés, qui n'étaient pas du tout satisfaits. Et bien sûr, il n'a pas compris, il est allé donc voir le taux de réalisation, ou en tout cas, l'indicateur lié au respect des délais de livraison. Et il a vu que 93% des livraisons étaient faites dans le délai. Et pourtant, il y a 40% de clients livrés qui n'étaient pas du tout satisfaits. Voilà. Et bien sûr, il s'est demandé, il faut qu'on comprenne ça. Et il a pris l'initiative d'appeler individuellement ces clients-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient livrés à temps, c'est-à-dire dans le délai de 24 heures, et qu'ils n'étaient pas satisfaits. Et il a été surpris de découvrir que certains clients lui disaient, bah, écoutez, votre livreur, il est venu à temps, mais il n'est pas gentil, il ne nous a même pas souri, tu vois, il était ferme et tout, etc. L'autre qui va dire, bah, il était tellement pressé qu'il n'a même pas eu le temps de dire bonjour. Ou bien je l'ai salué, il n'a même pas eu le temps de me répondre. Voilà. L'autre qui va dire, il est venu, mais il ne m'a même pas aidé à faire entrer le produit, etc. Donc, c'était des considérations comme ça, qui semblaient des considérations d'une très, très grande banalité, alors que c'était une considération très importante pour les clients, au point qu'ils ont souligné leur insatisfaction, alors qu'ils étaient livrés dans le délai qui a été souligné.
C'est pourquoi, quand on fait du service, on ne se limite pas dans le général. On va aller voir le détail, comme disait l'autre, le diable est dans les détails. Donc il est important justement d'aller voir ces petits détails-là. Qu'est-ce que vous attendez au-delà du délai? Qu'est-ce que vous attendez d'une bonne livraison? Ou selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne livraison? Et c'est là que le client va vous donner ces petits détails croustillants-là que vous allez justement mettre dans la balance pour vous donner un véritable avantage concurrentiel par rapport à un véritable avantage compétitif par rapport à vos concurrents. Parce que certainement vos concurrents proposent 24 heures de livraison, ben vous aussi vous le proposez, mais la différence ce sera justement au niveau de ces petits trucs-là qui vont faire la différence pour les clients et qui sont extrêmement importants parce que c'est ce qui va faire que le client va être non pas satisfait, mais plus que ça, il sera en tout enthousiaste. Donc ça, notamment, c'est un point relevé par Bertrand de Cartebave et qui, à mon avis, a une importance capitale. Voilà, bien. La troisième source d'erreur, soulignée par Bertrand de Cartebave, c'est l'insuffisance d'évaluation du service rendu. Voilà. Ça aussi, j'en avais parlé. C'est le fait que quand on fait une prestation de service, généralement, quand tout marche, on ne se pose pas de questions. On se dit, écoute, il n'y a pas eu de problème. Les clients sont apparemment contents parce qu'on n'a pas de réclamation. Le chiffre d'affaires augmente. Ben, pourquoi aller se creuser la tête à évaluer la qualité de nos prestations? Alors, ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entreprises. Voilà. Et l'une des insuffisances de nous qui sommes dans le domaine du marketing et surtout dans le domaine commercial, c'est que nous sommes trop focus chiffre d'affaires. Alors que le chiffre d'affaires à lui tout seul ne veut pas dire grand chose. Il est important de regarder d'autres indicateurs. Le CRM, justement, est venu pour corriger ça, pour dire qu'il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il faut regarder l'ensemble des facteurs qui entrent en jeu. C'est pourquoi le CRM va d'abord se reposer sur la décomposition analytique des ventes pour bien comprendre l'ensemble des facteurs qui entrent en jeu dans le comportement d'achat du client et qui expliquent sa rentabilité ou non, malgré l'augmentation, par exemple, du chiffre d'affaires ou même sa baisse. Voilà, bien. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises n'évaluent pas notamment correctement le service rendu. Okay? Et ça pose un gros problème parce qu'on avait dit dans une vidéo passée sur la fidélisation que il y a 94% des clients qui ne déclarent pas leur insatisfaction. 94%, c'est pas petit. Quand vous avez 94% des gens qui ne disent pas leur satisfaction, vous risquez de ne pas le savoir. Et quand vous n'évaluez pas, ben, vous ne saurez pas qu'il y a des clients insatisfaits. Ça, c'est un très gros problème. Je voudrais vous demander juste une petite minute, j'ai une petite urgence. Merci. Voilà. Rien de dangereux. Excusez-moi, ça. Voilà, je suis désolé pour ce petit, pour ce petit désagrément. Mais c'est le live, c'est les inconvénients du direct. Voilà, bien. Donc, j'avais dit qu'il était important d'évaluer la qualité du service. On reviendra la semaine prochaine sur justement comment est-ce qu'on évalue la qualité du service. On verra les méthodes d'évaluation interne et d'évaluation externe. On en parlera certainement la semaine prochaine. Voilà. Mais quand vous faites de la prestation de service, il est important de contrôler la qualité du service. De voir est-ce que les normes de qualité ont été respectées et de ne pas s'arrêter seulement au respect des normes, mais de voir l'ensemble des environnements qui entrent en jeu dans notamment la satisfaction des clients. Et on ne doit même pas attendre la semaine ou l'année pour évaluer la qualité du service. Certainement, ceux d'entre vous qui ont fréquenté certains hôtels ou qui fréquentent ou qui ont utilisé, qui ont en tout cas voyagé sur certains vols moyens ou longs courriers notamment, ont vu que chaque jour ou à chaque vol, on leur donne un document de 4-5 questions sur lesquelles on leur demande de dire leur satisfaction. C'est ce qu'on appelle les cartes de commentaires. Dans les bons hôtels, on vous demande tous les jours de dire qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel. Tous les jours. C'est une manière de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Ce qui fait qu'on va pouvoir corriger. C'est le même cas dans les compagnies. Un même avion, il vole, il fait Dakar-Paris. Les gens, avant de descendre, ben, on leur demande d'apprécier. Quand ils vont repartir aussi, on leur demande d'apprécier notamment la qualité du service. Mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Voilà. De la même manière aussi, beaucoup d'entreprises croient que l'enquête de satisfaction de la clientèle, c'est
qu'on va utiliser annuellement. Très sérieusement, si vous voulez bien satisfaire vos clients, il faut faire une enquête de satisfaction au minimum tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Ça, c'est vraiment très, très important de le faire. Autrement, tenez ce qu'on appelle un panel, comme on le fait en étude de marché. Tenez un panel qui vous permet ponctuellement de leur faire des enquêtes sur les déterminants de la qualité et de voir leur appréciation. Ça permet de voir l'évolution et éventuellement de pouvoir apporter les correctifs. Mais si notamment vous n'évaluez pas vos qualités ou bien si vous attendiez la fin de l'année pour l'évaluer, ça pose un problème. Beaucoup d'entreprises qui ont la certification ISO 9001 se disent écoutez, nous, la qualité, c'est une affaire annuelle. Généralement, donc, ils ne respectent rien. Et c'est à la fin de l'année qu'ils vont se battre pour essayer de mener les activités qui ont été faites, de faire la revue des normes, etc. En se disant que j'ai peur qu'à l'occasion de l'audit de qualité, qu'on ne puisse pas passer, etc. Ça, c'est se tromper soi-même. Le contrôle de la qualité, l'évaluation de la qualité, c'est une affaire quotidienne dans une entreprise qui se respecte et une entreprise performante. Voilà. Quatrième source, notamment d'erreurs, c'est l'inadéquation entre le service rendu et le besoin. Oui, parce que les problèmes qui se posent quelquefois, c'est que le service qu'on rend au client n'est pas en conformité avec le besoin du client. Et ça pose le problème de l'approche commerciale dans la prestation de service. Pour recevoir des clients dans une entreprise de service, il est important de respecter la démarche commerciale. Je crois qu'une bonne partie d'entre nous avons fait des lives là-dessus. Live-Bamba a fait une synthèse extrêmement belle et complète, notamment de tout ce qu'on a pu partager comme savoir dans ce domaine-là. Quand on fait de la prestation de service, il est important de respecter les 5 étapes de la vente. Et l'étape la plus importante, c'est la phase découverte. Et forcément, quand vous ne faites pas un travail important de diagnostic du client, de découverte du client, pour aller creuser au-delà de ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, qu'est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il l'imagine, etc. Au moment de la prestation, si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté et le client ne sera pas satisfait, alors que vous aurez l'impression d'avoir fait exactement ce qu'il vous a demandé. C'est parce qu'il y a un manque d'écoute, il y a un manque d'exploration. Donc ça, c'est une quatrième source d'erreur. Voilà. La sixième source d'erreur, c'est l'insuffisance d'information. Voilà, c'est l'erreur de communication externe. Voilà, c'est parce que le client n'a pas été bien informé, c'est parce que vous avez fait des choses qui sont dépassées. Je vous donne un exemple très simple. D'ailleurs, on en parlera un peu quand on parlera de la méthode de l'incident critique, parce que c'est une des méthodes d'évaluation de la qualité du service, la méthode de l'incident critique. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, par exemple, l'entreprise dans un magasin ou dans un point de vente, par exemple, fait une promotion. La promotion, le jour de la Tabaski. Après la Tabaski, vous laissez encore les pancartes qui informent que vous êtes en promotion en mettant 10, 20%, etc. Le client peut ne pas faire très attention à la date limite, mais il va se dire, puisqu'il y a un 20%, moins 20%, ben je vais acheter en pensant que la promotion est toujours en cours. Et ça crée un incident parce que l'information que le client a lue est en contradiction avec la réalité parce que vous avez donné une information erronée. Ça, c'est aussi un problème grave. Voilà. C'est le cas aussi, et ça je le rappelle gentiment à tous qui sont dans les entreprises de service, c'est le cas aussi des collaborateurs d'entreprises de service qui, par anticipation, livrent des informations internes aux clients en disant « Oui, mais attends, on aura une promotion dans une semaine. Oui, mais le produit là, il n'est pas là, mais t'en fais pas, dans 2 semaines, il sera là, etc. » Alors que l'information est en interne, peut-être que tout le monde ne le sait pas, ce n'est pas encore déployé, vous en parlez à des clients. Résultat, le client peut venir avec ces informations-là et venir tout de suite vous le demander. Si vous refusez, il va penser que vous ne coopérez pas, vous n'êtes pas gentil, vous ne jouez pas le jeu, alors que l'activité n'est pas encore déployée, mais quelqu'un s'est permis de pouvoir notamment externaliser une information qui n'aurait jamais dû sortir, notamment du cadre de l'entreprise avant d'être déployée. Ça aussi, ça crée des inadéquations entre ce que le client sait et ce que vous lui proposez. Ne parlons pas maintenant de la publicité. Ça, j'en avais parlé aussi, parce que ça aussi, ça crée des erreurs entre ce que vous me dites dans votre communication et quelquefois la réalité de ce que vous me proposez. Voilà. Les procédures que vous donnez, les procédures que vous proposez aux clients sur les affichages, sur vos vidéos showing, toutes les informations que vous donnez aux clients dans le cadre de sa prestation, dans sa participation à la prestation de service, doivent être régulièrement mises à
à jour. J'allais même dire systématiquement mise à jour. Il n'est pas concevable qu'une information qui n'est pas d'actualité puisse être sur le lieu de l'interaction et tromper le client parce que ça peut être une source d'erreur, une source de conflit avec le client. Voilà. Alors, la sixième source d'erreur, c'est le manquement aux promesses. Ça se passe aussi lors de la... C'est une erreur de prestation. C'est le manquement aux promesses. Voilà. C'est de dire au client, écoutez, monsieur, pendant toute cette semaine, pour celui qui vient acheter, ben, on lui offre un stylo gratuitement, on lui offre une clé USB, on lui offre un mug, etc. et tout. Vous donnez l'information. Parfois, il y a des gens très malins, enfin qui se pensent malins du moins, qui vont à l'intérieur du point d'interaction, ça, du lieu d'accueil du client, écrire, en petit d'ailleurs, dans la limite des stocks disponibles. C'est une idiotie de le dire. Voilà, excusez-moi. Pourquoi c'est une idiotie? Parce que si je mets l'affiche à l'intérieur du point de vente, le client arrive, il voit l'affiche. Vous, vous êtes sûr que le stock est terminé. Il va vous le demander. Il va certainement vous le demander. Pourquoi ne pas faire une autre affiche pour dire le stock est épuisé? Ou bien tout simplement enlever l'affiche pour que le client ne puisse pas dire voilà, j'ai vu ça, ça et là, c'est écrit, moi aussi j'en veux. Voilà. Donc ça aussi, c'est des manquements aux promesses. Et n'oubliez pas qu'en matière commerciale, comme je vous l'ai dit, les promesses engagent l'entreprise. Ça, il faut vraiment le comprendre. On n'est pas dans la politique là, où on dit que la promesse engage ceux qui y croient. Non, ici, la promesse engage l'entreprise. Quand vous faites une promesse commerciale, ça devient un élément du contrat que vous avez avec le client. Et comprenez-les bien que même si vous n'écrivez pas de contrat avec chaque client, toutes les promesses que vous faites sont comme étant des éléments du contrat. Ça, si vous ne les respectez pas, vous pouvez être condamné judiciairement pour avoir manqué à un contrat, parce que si vous faites la promesse, c'est une promesse peut-être écrite quelque part, même si ce n'est pas dans le cadre d'un contrat, ça vous lie, ça vous engage. Donc, même si commercialement vous pensez que c'est un plus que vous donnez au client, il faut comprendre qu'il y a des conséquences juridiques extrêmement importantes. Mais avant d'en arriver au juridique, réglons d'abord le problème commercial parce que c'est l'enjeu de la fidélisation de la clientèle et de la rétention, notamment de la clientèle, pour éviter justement d'avoir beaucoup de churn, comme on dit. Voilà, bien. Notamment, la sixième source d'erreur, toujours selon Zeitam, Parasoramon et Berry, c'est l'insuffisance de conception. Voilà. Parce que quand on met en place un système qualité, un des gros problèmes auxquels les qualiticiens sont souvent confrontés, c'est la définition de l'architecture, c'est-à-dire que du système qualité. Parce que dans le système qualité, il faudra ressortir notamment les mécanismes, c'est-à-dire les processus par lesquels il faudrait notamment lier les activités dans une chaîne client-fournisseur pour que notamment ces processus puissent s'enchaîner selon un mécanisme et des procédures définies afin que l'output du système puisse être conforme aux attentes de la clientèle et aux engagements de l'entreprise. C'est ça l'idée. Mais quelquefois, le travail sur notamment le système est un travail qui n'est pas forcément bien fait. Et beaucoup d'entreprises ne prennent pas le temps de définir ce qu'on appelle leur système de servition. Beaucoup d'entreprises ne le font pas. Ils font juste ce qu'on appelle des manuels de procédure. Et au Sénégal, quand on parle de manuel de procédure, généralement, les gens pensent aux procédures administratives et comptables. Généralement, c'est ça. C'est rare de voir des gens avoir d'autres types de procédures, sauf s'il y a une exigence, par exemple les procédures pour la sécurité, contre les incendies, etc. Mais c'est rare que pour les autres activités, il y ait réellement des procédures bien définies. Personnellement, à chaque fois que je fais un diagnostic pour une entreprise de service, je leur propose, avant même de travailler le manuel de procédure, de commencer par définir leur système de servition. Et il ne s'agit pas de dire on sait, il ne s'agit pas de dire tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il faudrait designer le système de clair, c'est très important parce que c'est sur le système de servition que va venir se greffer le système qualité. Et si le système de servition n'est pas bien designé, forcément, ça crée des problèmes au niveau de l'architecture du système qualité. Ça aussi, c'est un gros problème. L'erreur de conception peut venir aussi sur la normalisation, c'est-à-dire sur les normes qu'on va mettre, le nombre de normes, par exemple. D'accord? Et j'avais dit que, je le redis, c'est important de ne pas mettre trop de normes. Bien sûr qu'il ne faut pas en mettre très peu aussi. Mais il faut savoir faire un très beau dosage, notamment des normes, en comprenant bien notamment les exigences
de prestations humaines que fait le prestataire. Hein, il ne peut pas se comporter comme un robot. Voilà. Et la nécessité aussi de respecter les engagements qui sont promis auprès du client, qui sont promis du moins auprès du client. Donc, il est important de doser, tester même pour voir comment les revoir afin de bien s'adapter au rythme de travail et à l'obligation de satisfaire les clients et les promesses que nous avions prises auprès de nos clients. Voilà. Alors, la huitième source d'erreur, je crois que ça vient concomitamment ou notamment, c'est très lié au septième point, c'est l'insuffisance de définition du service. Voilà. Là aussi, c'est une erreur qui arrive beaucoup dans les entreprises de services, c'est-à-dire qu'on ne décrit pas nos offres de services. En matière de service, les gens ne décrivent pas leurs services. Excusez-moi. J'ai la gorge un peu sèche, excusez-moi. Beaucoup d'entreprises ne définissent pas leur offre de service. Heureusement que dans certains cas, c'est réglementé. Par exemple, quand vous voulez ouvrir une école de formation, par exemple professionnelle dans le cadre de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur vous impose de décrire au détail près les prestations que vous allez faire. Même si vous ne décrivez pas tous les détails, tout ce qui est lié à l'enseignement est décrit de manière claire. C'est très fastidieux généralement, mais c'est très avantageux parce que ça vous permet de décrire très clairement la prestation que vous allez faire. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu un restaurateur qui décrit son offre de service? Généralement pas. Les hôtels, rares. Partout, hein, les cyberservices, etc. C'est rare que les gens décrivent très clairement leur offre de service. Alors que, quand l'offre de service n'est pas clairement décrite, il va y avoir des incidences négatives sur le système de servition et donc forcément sur le système qualité. Voilà, bien. Alors, neuvième source d'erreur, toujours, on est à la neuvième, donc il reste 4. La neuvième source d'erreur, c'est l'insuffisance de procédures de travail. Donc, il est important d'avoir un bon système de servition, mais il est important d'avoir aussi des procédures de travail. Ces procédures sont liées elles-mêmes, notamment au respect des normes de qualité. C'est très important de normer l'ensemble des activités et de normer les relations entre les acteurs dans le cadre de la prestation de services. Il est important aussi de normer la succession des activités entre activités de préparation, activités de mise en œuvre, activités de contrôle. Parce que ce sont les trois activités qui composent une action. C'est important donc de les normer à l'intérieur de procédures clairement définies. Et surtout, les relations entre les acteurs. Il est important que les gens comprennent que dans le cadre du travail, ce n'est pas des histoires d'affinité personnelle, c'est des procédures qui nous lient et nous ne devons en aucune manière transgresser les procédures, nous devons les respecter à la règle. Il va de soi que quand tout le monde respecte les procédures, je crois que l'entreprise ne s'en porte que mieux et notamment les objectifs recherchés ont énormément de chances d'être réussis. Voilà. La dixième source d'erreur, c'est l'insuffisance de définition et de prise en charge des responsabilités. Ça pose le problème de l'organisation d'une entreprise de service. Là aussi, beaucoup d'entreprises mettent des front office ou même des back office où en réalité, il n'y a pas une définition très claire, notamment des responsabilités des uns et des autres. C'est vrai que ce problème devrait être réglé déjà par le manuel de procédure. Mais le manuel de procédure, il est général, il détermine juste des procédures. Mais dans le cadre de l'organisation, on affecte des travails à des individus nommément. Justement, c'est là où le problème peut se poser. La procédure peut exister, mais on ne désigne pas nommément quelqu'un pour lui dire voilà ton job, voilà là où il commence, là où il termine, etc. Ou bien telle affectation, c'est toi qui dois le faire dans telles conditions, pour tel délai ou pour tel moment. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois, la procédure existe, la fonction existe, il y a des gens qui doivent faire le travail, mais on ne leur a pas très clairement réparti le travail entre eux. Et ces conflits de responsabilité-là peuvent justement être une erreur, notamment de prestation de service. Voilà, bien. Alors, la 11e source d'erreur, proposée par Bertrand de Quatre-Barbes, toujours selon le modèle de la Serbo-Qual, c'est l'insuffisance des moyens ou une mauvaise répartition des moyens. Je crois que ça, c'est extrêmement clair et c'est très bien compris. Quelquefois, les moyens ne sont pas là. Parce que, tout simplement, on a peut-être des moyens, mais c'est des moyens obsolètes. Ils sont souvent en panne, ils sont un peu vieux, etc. Et ça, c'est contraire à l'esprit de la prestation de service. J'avais dit qu'il faut être sur du neuf d'abord et qu'il faut
diminuer il faut diminuer au moins d'un tiers ou d'un quart les délais, notamment d'amortissement des équipements, pour ne pas avoir ces problèmes de panne ou en tout cas de défaillance du matériel dans la prestation du service. Bien sûr, maintenant, au Sénégal, c'est très connu, il y a des problèmes de répartition des moyens. Ça, c'est très connu. Dans beaucoup d'entreprises, quand il y a une belle voiture pour aller des clients ou faire des livraisons ou des trucs de ce genre, ben, généralement, quand un patron en a besoin, ben, on donne ça au patron. Et après, c'est le client qui va souffrir. C'est le cas du matériel, que ce soit l'espace d'accueil des clients, les ordinateurs, etc. Souvent, on va dire non, ça c'est plus, c'est meilleur pour le DG, pour le DAF, etc. On leur donne ça. Ben, le client, on verra, c'est pas très important. Alors que les gens du back-office sont secondaires par rapport notamment aux clients. Donc ça aussi, c'est des facteurs très très importants. Il faudrait qu'il y ait un équilibre dans la répartition des moyens et il faudrait que les moyens soient particulièrement fonctionnels pour éviter les erreurs. La 12e source d'erreur, c'est l'insuffisance du contrôle interne. Ça, c'est très important. Voilà. Souvent, je taquine les financiers en leur disant que vous, quand on parle du cours de contrôle de gestion, dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, il y a des contrôleurs de gestion. Le contrôle de gestion, il le rattache très souvent à la fonction financière et comptable. Voilà, c'est les sous, c'est les stocks, etc. Alors qu'il n'y a pas que ça, très sérieusement. Le marketing est une discipline de gestion. Et généralement, ce contrôle-là, qui doit être un contrôle systématique, généralement est un contrôle qui peut être, qui souvent n'est pas très au rendez-vous. Donc, il faut aussi, dans les critères, outils et modalités du contrôle interne, impliquer aussi les facteurs marketing et les facteurs commerciaux. Ça permet de voir rapidement quelles sont les erreurs de prestation et de pouvoir notamment s'adapter. Bien sûr, la 13e source d'erreur, qui est une source d'erreur très fréquente, ce sont les erreurs humaines. Les erreurs humaines. Et on en avait parlé tout à l'heure, c'est les erreurs qui peuvent être liées aux compétences même du personnel de contact, à l'absence d'écoute, l'absence de compréhension, d'empathie par rapport aux clients. C'est la faiblesse des qualités relationnelles, ne pas savoir bien accueillir, bien sourire, faire preuve de serviabilité, oui, de courtoisie, etc. Voilà, les erreurs liées à l'apparence. Hein, je l'ai souvent dit, je le redis. Hein, ne portons pas nos plus beaux habits pour aller travailler, ça ne sert à absolument rien. Nous n'allons pas à l'entreprise pour séduire les gens ou pour qu'on nous lance vous êtes énorme, vous êtes canon, etc. Ça ne sert à rien. Mettons une tenue qui est une tenue de travail parce que n'oublions pas le principe. Le principe est que vous ne devez jamais être plus attractif que ce que vous vendez. C'est un principe élémentaire en matière commerciale. Et donc, ça aussi, ça peut être des sources d'erreur. Le client peut s'attarder chez vous parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, des trucs comme ça. Et ça, réellement, c'est des situations à éviter le plus possible. Mais en améliorant et en professionnalisant son apparence physique, je crois qu'on règle beaucoup de choses de ce genre. Voilà. Quelquefois aussi, c'est des problèmes de compétences techniques, tout simplement. C'est que la personne qui traite n'est pas informée, ne connaît pas toutes les procédures et va être là à dire « Attendez, monsieur, je vais me renseigner, etc. » et tout. Ça, c'est des problèmes. Ou des personnes qui sont lentes, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment les erreurs qui sont liées aux personnes. Donc, c'est les erreurs qui sont liées aux qualités, aux compétences du personnel de contact ou du personnel d'ailleurs de soutien. Ça peut être ça, voilà. Et c'est donc des erreurs qui sont liées soit au savoir, aux connaissances du prestataire, à son expérience ou tout simplement à ses qualités commerciales qui sont déterminantes dans le succès notamment de sa prestation. Voilà. Alors, je viens de présenter donc les 13 sources d'erreurs proposées par Bertrand de Quatre-Barbes, du moins. Ça n'a rien de nouveau par rapport notamment par rapport à la Servocol. C'est juste notamment une présentation plus détaillée de ce que Zeitan, Parasoramon et Berry ont présenté sous forme de 5 erreurs. Il les a décuplées en 13 erreurs sans changer aucunement la nature en réalité de l'analyse proposée par ces 3 auteurs. Pour rappel donc, on va rapidement proposer les... excusez-moi, ah oui, j'ai encore quelques minutes. Les 13 donc, sources d'erreurs. Donc, première erreur, 1, l'insuffisance de connaissance de connaissance des besoins et attentes des clients. 2, le manque d'exploration du besoin, donc inadéquation service-attente. 3, l'insuffisance d'évaluation du service rendu.
4. L'inadéquation entre le service rendu et le besoin. 5. L'insuffisance d'information. 6. Le manquement aux promesses. 7. L'insuffisance de conception. 8. L'insuffisance de définition du service. 9. L'insuffisance de procédure de travail. 10. L'insuffisance de définition et de prise en charge des responsabilités. 11. Insuffisance des moyens ou mauvaise répartition des moyens. 12. Insuffisance du contrôle interne. 13. Erreurs humaines. Voilà les 13 erreurs qui sont le détail des 5 erreurs qui ont été identifiées par les 3 auteurs qui ont proposé notamment la cervicale. Voilà, j'espère que vous avez noté ou en tout cas vous avez retenu ces points du travail de Bertrand de Quatre-Barbes que j'ai beaucoup apprécié, notamment pour un bouquin qu'il a écrit sur le marketing des services publics et que j'ai particulièrement bien apprécié. Je crois que nous devons, en tout cas vous, les Laye Bamba, les Bo, les Khalifa Diaby et tous les Nian, vous devez en tout cas vraiment vous débrouiller pour proposer des modules sur le marketing des services publics pour pouvoir mieux faire comprendre ça, notamment à ceux qui sont dans ce domaine ou qui pourraient être amenés dans ce domaine. Parce que n'oubliez pas que de plus en plus, les services publics recrutent des compétences du secteur privé. Voilà, bien. Alors, concernant les déterminants, et je vais terminer là-dessus, les déterminants de la qualité du service, les 3 auteurs, Zeitan Parasouarman et Birim, excusez-moi pour la répétition, mais elle est pédagogique, qui ont conçu la servition, ont aussi travaillé sur les 10 fondamentaux qu'ils ont appelés les déterminants universels de la qualité des services. Parce que pour eux, ce sont des liés qui, s'ils sont maîtrisés, permettront d'avoir de très très bonnes interactions avec la clientèle et donc de pouvoir les satisfaire de manière continue. Donc, c'est les 10 points clés. À chaque fois, d'ailleurs, souvent, que vous faites une évaluation de la qualité des services, autant vous travaillez sur le modèle en identifiant les sources d'erreurs notamment, mais pour travailler sur les solutions, il est important justement d'avoir un cadran, ou en tout cas un cadre qui va être fait sur la base des 10 critères, parce qu'en vous appuyant sur les 10 critères, vous pouvez identifier justement les types de recommandations nécessaires pour améliorer la qualité du service, que ce soit au niveau notamment de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique ou de l'accueil électronique. Donc c'est vraiment très très bon au niveau notamment du front office. C'est aussi très bon pour identifier les erreurs au niveau du back office et qu'on va corriger pour optimiser le service rendu à la clientèle. Donc je vais les lister rapidement. Voilà. Le premier déterminant, c'est l'accessibilité du service. C'est l'accès. Donc l'accessibilité du service. Le service doit être facilement accessible, sans retard ni attente. C'est très important. Donc, le premier challenge, quand on fait de la prestation de service, c'est de se dire, est-ce que, quand par exemple j'ai des agences, est-ce que mes agences peuvent être facilement situées par le client? Est-ce qu'ils peuvent être facilement vus ou en tout cas identifiés par les clients? C'est très important. N'ayez pas des adresses bizarres. Et si vous voulez faire des agences ouvertes au public, ne les mettez pas dans des coins où le client va tellement demander qu'il sera découragé pour venir. Ça, c'est un point. Toujours dans l'accessibilité, évitez des zones qui sont en fait des obstacles psychologiques. Allez se mettre à côté de l'entrée d'un cimetière, allez se mettre dans des zones où il y a des travaux, où il y a des ordures, où il y a beaucoup de taxis ou de clando, il y a un marché à côté, où il y a des problèmes d'assainissement, etc. Ça aussi, ça crée un problème d'accessibilité. Voilà, donc ça, c'est vraiment régler ce problème d'accessibilité qui est un problème très, très, très important pour pouvoir notamment offrir un service de qualité. Ça commence là. Je reviendrai sur l'accueil. Je l'ai déjà dit dans un c'est pas avant l'entrée. Et avant l'entrée, la première chose qu'on règle, c'est le problème de l'accessibilité. Deuxième fondament, deuxième déterminant, c'est l'information. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'erreurs sont liées à l'information qu'on donne aux clients. Donc, il est important, quand vous voulez faire un service de qualité, de travailler sur l'exactitude, la conformité et la mise à jour des informations que vous donnez aux clients. C'est très important pour que, notamment, vous puissiez être au même niveau d'information. Encore faudrait-il que l'information soit compréhensible, décryptable par le client. Hein, j'avais dit la dernière fois que, au lieu quelquefois d'écrire un texte, un signe suffirait. Aujourd'hui, il y a des signes
qui sont des signes universels que le client peut comprendre plus facilement que si vous lui écrivez des textes. Donc ça aussi, vous travaillez sur notamment comment présenter le pour que le client puisse mieux le décrypter et mieux adhérer au message. Voilà. Troisième déterminant, c'est la compétence du personnel. Il est important d'avoir des prestataires qui aient une compétence optimale en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être le meilleur à la clientèle. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'être compétent, il s'agit aussi d'être motivé et engagé. Ça, c'est très important. Le quatrième déterminant de la qualité, c'est la courtoisie. C'est un élément de compétence, mais on l'a fait ressortir notamment pour montrer en quoi est-ce que c'est important. Parce que la porte d'entrée du service, c'est l'accueil. Voilà, la porte d'entrée de toute prestation aussi, c'est l'accueil. Et l'accueil, ça se passe, comme on l'avait dit, sur les 80, les 20 premiers centimètres du visage, les 20 premiers mots, les 20 premiers pas, les 20 premières secondes. C'est important de travailler ça, parce que c'est la clé d'une très bonne courtoisie, notamment qui permet d'écouter, de bien accueillir le client, de pouvoir lui donner l'ouverture nécessaire pour qu'il puisse se dévoiler et que vous puissiez avoir un échange absolument sublime pour que tout le monde soit satisfait. Voilà. L'autre aspect, le cinquième déterminant de la qualité, c'est la crédibilité. Et ça, c'est lié au respect des engagements. Quand une entreprise de service fait une publicité ou donne des informations ou s'engage, il faudrait qu'elle garantisse que l'engagement sera réalisé. Il faut tous les moyens pour que la promesse soit tenue. Mais le fait de ne pas tenir une promesse sans justification ou avec des justifications qui ne sont pas soutenables, très sérieusement. Donc, engagez-vous sur des choses que vous pouvez tenir. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. C'est plus simple. Ne le dites pas, ne le promettez pas. Parce que c'est un élément clé de la confiance entre vous et le client. Et si la confiance est rompue, la relation aussi est rompue. Sixième critère, ou sixième déterminant de la qualité des services, c'est la fiabilité. OK? La fiabilité, c'est quoi? C'est quand vous dites à un client qu'on va vous donner des prestations dans telles conditions ou selon telle procédure, vous devez vous assurer que l'ensemble des éléments de la procédure seront respectés. C'est très important. Il ne s'agit pas seulement que le client soit satisfait. Il s'agit surtout que l'ensemble des éléments de la procédure puissent être respectés. Ça, c'est très, très, très important. Parce que sinon, ça crée des problèmes. Il nous est arrivé, nous tous, d'aller dans une entreprise de service où on a une petite connaissance, ou bien où on nous fait une faveur, on a ce qu'on voulait, on s'en va, on rentre à la maison, ou on rencontre des copains en disant « Oui, mais alors, boy, j'étais parti dans tel truc là, oui, agence là, oui, mais ça a bien marché, boy, c'est tellement rapide, mais on t'a pas demandé de remplir tel questionnaire, on t'a pas demandé ça, non. Ah bon, mais moi, ils l'ont demandé. » C'est que même le client, il va revenir aussi vous le dire, en disant « Mais pourquoi est-ce que certains, on leur fait pas ces procédures difficiles, et moi, je l'ai eu ?» Ça crée des problèmes. Voilà, donc respectez l'ensemble des procédures que vous avez vous-même déterminées. Et bien sûr, il faut aussi faire de l'évaluation des procédures. Si les clients les trouvent très contraignantes, essayez de les alléger. Mais ayez des procédures stables et fiables, notamment dans leur mise en œuvre. Septième déterminant de la qualité des services, c'est la capacité de réaction, ce qu'on appelle la réactivité. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens ne parlent pas seulement d'être réactif, parce que la réaction, c'est bien, mais le plus important, c'est d'être dans l'anticipation, c'est-à-dire la proactivité. Okay? On peut être réactif face à un problème, mais la prochaine fois, il ne faut plus être réactif, mais être plutôt proactif parce qu'on connaît le problème et qu'on a déjà des solutions. Voilà. Alors, donc, quand il y a des erreurs, ce qui n'est pas anormal, au contraire, c'est normal, parce que c'est une activité humaine, notamment, forcément, il y aura des erreurs. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des erreurs. Le fait qu'il y ait des erreurs, ce n'est pas grave. Le problème, surtout, c'est que ces erreurs ne se répètent plus. Et quand il y a des erreurs, ne niez pas si les erreurs sont dues à votre compte. Ne niez pas. Acceptez, excusez-vous auprès du client et puis faites une réparation rapide. Promettez au client de le réparer. Réparez-le le plus rapidement possible et engagez-vous en interne à mettre en place des actions correctives ou des actions de correction pour que la même erreur ne puisse plus se reproduire. C'est comme ça qu'on entre dans le processus d'amélioration continue. Voilà. Bien. Huitième déterminant de la qualité du service, c'est la sécurité. Il est important de garantir
la sécurité dans les conditions de prestation. J'en avais parlé la dernière fois, j'en reparle aussi aujourd'hui. Quand vous faites des transactions électroniques, il ne s'agit pas seulement de dire au client, vous pouvez payer par Internet ou bien vous pouvez payer par Orange Money ou autre chose. Vous devez garantir la sécurité. Il n'est pas pensable de dire aux clients passer par des plateformes qui ne sont pas réellement sécurisées avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans le cadre, par exemple, de paiement électronique. C'est le cas pour la sécurité physique, tout simplement. Quand des gens viennent dans votre magasin ou dans votre espace d'accueil ou tout simplement dans votre agence, il est important que l'ergonomie soit telle qu'il n'y ait pas de possibilité d'accident du client. Parce que là aussi, c'est des choses qui vont contrarier le client, mais qui vont avoir une incidence négative très puissante sur l'image de l'entreprise de service. Donc les conditions de sécurité, qu'elles soient virtuelles, électroniques ou physiques, doivent notamment très bien être élaborées, travaillées pour qu'il n'y ait pas notamment de difficultés. Voilà, bien. C'est le même cas, même pour les clients que vous appelez par les réseaux sociaux, là, si c'est dans le cadre professionnel, il faut passer par notamment des réseaux ou en cas des applications qui garantissent par exemple la sécurité de bout en bout pour éviter qu'il y ait une perte de données. Récemment, par exemple, vous avez vu le cas de Zoom, qui, il y a quelques mois, a eu un problème énorme, notamment sur la sécurité. Et vous avez vu rapidement comment est-ce que ses concurrents, comme Teams de Microsoft, comme Google Meet aussi, a rapidement récupéré ces erreurs-là pour pouvoir notamment avoir des parts de marché. Et ça a entamé de manière importante notamment la crédibilité de Zoom. Voilà, c'est ça. Donc, qui reste en tout cas une très belle plateforme. Voilà. Mais c'est juste un déterminant de la qualité. Neuvième déterminant de la qualité, c'est la matérialisation, notamment du service. D'accord? Quand vous faites une prestation de service et que vous avez des niveaux de qualité différents, il est important que la qualité délivrée soit conforme au micro-segment. C'est-à-dire, les gens qui sont en première classe ou les VIP doivent avoir un niveau de prestation correspondant au VIP. Quand c'est des niveaux de prestation prestige, il faut que ça soit conforme au niveau prestige, etc., etc. Il faudrait que l'engagement sur la qualité et le niveau d'excellence puisse être respecté entièrement par rapport au micro-segment que vous avez choisi. C'est un élément important. Parce que si je suis VIP, vous me donnez un niveau de prestation égal à ceux qui sont à un niveau inférieur, forcément vous risquez de me frustrer parce que je paye plus cher pour un service de moindre qualité. C'est très important. Dixième et dernier du moins déterminant de la qualité du service, c'est la compréhension du client. C'est-à-dire, une entreprise qui fait de la prestation de service doit avoir nécessairement un système de veille notamment. La veille, ce n'est pas seulement la veille concurrentielle, mais c'est d'abord la veille clientèle. C'est très important d'être en place un système d'écoute continue de la clientèle, de les inciter à travers des enquêtes de satisfaction, à travers des cartes de commentaires, etc., à travers des appels ponctuels, notamment à travers des campagnes de emailing, vraiment de les amener à se dévoiler, à nous parler, à travers aussi les réseaux sociaux, le community management. Ça nous permet de pouvoir les écouter, de voir comment est-ce qu'ils évoluent, de voir quelle est la compréhension de ce qu'on leur donne, de voir est-ce qu'ils ne voudraient pas plus, est-ce qu'ils ne voudraient pas qu'on change certaines choses, etc. Ça nous permet d'avoir une meilleure écoute, une meilleure compréhension et donc une meilleure adaptation de l'offre qu'on fait à la clientèle. Voilà, bien. Si vous regardez ces 10 recommandations de Zeitan le Paracetamol et Berry, vous comprendrez que ces 10 recommandations sont la bonne solution ou l'exacte solution aux 5 sources d'erreurs qu'ils ont pu identifier afin que notamment la prestation de service puisse être notamment optimale. Voilà, bien. Je crois que j'avais donné la dernière fois la philosophie des grandes entreprises, notamment qui ont une très grande culture de la qualité du service. Voilà, bien. Donc je voudrais m'en arrêter là. Je crois qu'on est pile à l'heure. Voilà. J'espère que l'échange a été fructueux, que vous avez pu au moins avoir peut-être une meilleure compréhension sur l'échange qu'on a pu faire. Voilà. Je n'ai pas vu de commentaires particuliers, donc ça veut dire que on se comprend très bien. Voilà, c'est ce que j'ai compris bien. Donc je voudrais vous remercier de votre attention. J'ai été très heureux d'avoir votre attention, de vous rencontrer à l'issue de la Tabaski. Je vous fais mes meilleurs souhaits de prospérité, de bien-être,
de bonne santé, de succès notamment. C'est ce que je vous souhaite à tous, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et bien sûr, je réitère mes voeux pour les défunts, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, ce sont nos compatriotes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur groupe. Nous sommes très tristes que beaucoup des gens pour qui on avait beaucoup de respect sont en train de partir, que Dieu les accueille dans son paradis, que Dieu puisse nous garder nous autres et nous aider nous aussi à faire des actions tellement belles qu'on nous regrettera quand on partira, mais surtout que nos enseignements resteront après notre départ. Voilà. Donc, devenez à tout le monde, bal naa leen àq, bal leen ma, yal nañ yàlla boole baal, def xéewal bu bëri, dàq Covid, te may ñu ñu fekkee déwén yu bëri, si jàmm, xéewal, alal ju lew bu baax, bu barkeel, njaboot gu lew bu baax, bu barkeel. Je promets de vous voir la semaine prochaine, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup.